Entendez-vous cette petite voix qui s'exprime haut et fort dans votre tête de manière intentionnelle ou non, obsédante ou diffuse? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'endophasie ou le mystère de la voix intérieure. On en parle avec notre invitée, la linguiste Hélène Levenbrug, directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition à Grenoble, auteur du Mystère des voix intérieures chez De Noël. Un livre sur cette fameuse endophasie. On va tenter d'expliquer ce terme, un terme plutôt savant qui désigne un peu plus que cette première définition que je vais vous en donner, c'est-à-dire ce langage à l'intérieur de soi, notre voix intérieure qui s'exprime à voix haute dans notre tête. Dans ce livre, notre invité mêle des considérations à la fois savantes, à ses propres monologues intérieurs, à des extraits aussi de livres qu'elle a lus et qui lui ont parlé. Bonjour à vous Hélène Levenbrug. Bonjour Olivia. Merci beaucoup d'être avec nous. L'endophasie, ce gros mot, alors on y va sur l'explication un peu déjà de ce terme, c'est une manifestation du langage intérieur. La parole en fait n'a que faire parfois d'un interlocuteur. On échange avec soi-même, on a cette voix qui nous trotte dans la tête et qu'on n'extériorise pas. C'est un terme quoi, médical, philosophique, psychiatrique, l'endophasie, d'où est né ce mot ? Alors le terme, il a été proposé, ce néologisme a été proposé par Georges Saint-Paul, qui était un médecin en effet, qui avait fait une enquête pour sa thèse, un vaste questionnaire auprès de 200 personnes qu'il avait interrogées pour leur demander de parler, d'évoquer comment ça se passait dans leur tête quand ils réfléchissaient. Et il en est venu à proposer ce terme parce qu'en fait, il n'y avait pas de bon terme. Quand on dit parole intérieure, c'est pas très juste parce que ça n'est pas toujours de la parole. Et puis notamment les personnes qui parlent en langue des signes, ça ne va pas être une parole orale qui va être utilisée dans leur tête. Quand on parle de monologue ou de dialogue intérieur, c'est pas très bon non plus parce que justement parfois c'est des monologues, parfois c'est des dialogues. Et donc il manquait un terme pour parler de cette façon qu'on a d'avoir du langage dans la tête, donc à l'intérieur de soi. Et donc le terme d'endophasie était assez approprié. Malheureusement, il a été un petit peu oublié. C'est surtout les linguistes qui l'utilisent beaucoup, notamment Stéphanie Smadja, Gabriel Bergogneau ou Gilles Philippe, qui se sont intéressés à ces questions. Mais on l'a perdu dans la médecine et dans la linguistique. Alors, on va essayer de le remettre à l'honneur. Et vous dites néologisme, ça vient du grec aussi, cette idée de la parole en dedans. Ce terme-là est né dans le giron de la médecine. Alors, on a tout de suite envie de se demander et de vous demander, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir cette voix intérieure qui s'exprime, de l'entendre parfois s'agiter dans nos têtes ? Non, ce n'est pas grave. On n'est pas fou. En fait, c'est une des particularités de l'être humain d'être capable d'avoir ces conversations internes parce qu'on a cette capacité, nous les êtres humains, de s'inhiber et de pouvoir avoir des comportements imaginés. Et parmi ces comportements imaginés, on a le fait de l'acte de se parler ou l'acte de parler à autrui qui peut devenir inhibé et se faire dans notre tête. Et c'est donc tout à fait normal, c'est très utile. Ça peut dérailler par contre parfois, donc c'est vrai que c'est intéressant de mieux comprendre d'un point de vue aussi médical comment ça fonctionne parce qu'il y a des cas où l'endophasie est un dysfonctionnement, enfin devient une cause de trouble ou en tout cas un symptôme de trouble. Mais c'est tout à fait normal sinon. Voilà, et on peut apprendre à chercher, à trouver peut-être où est le bouton off de cette radio qui parfois est en permanence allumée aussi dans nos têtes. Ouais. Je vous propose d'écouter juste les mots de l'un de vos confrères, le linguiste, directeur de recherche, Bernard Victory, autour de ce lien entre le son et le sens. Le langage, c'est le système de communication de notre espèce, on peut le définir comme ça. Ça passe par des conventions entre des sons et des sens qu'ils se sont imposés dans leur communication et qui font qu'à tout moment, un individu, pour appartenir à l'espèce humaine, doit posséder au moins un de ces systèmes de communication que l'on va appeler une langue. Alors, ce qu'il produit et ce qu'il comprend, ça, c'est de la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est finalement la production de ce système interne que l'on appelle la langue. Alors, ce système interne, il est partagé par des individus, donc vous voyez que c'est déjà pas simple. C'est un système qui se trouve à l'intérieur de notre propre cerveau, qui nous fait dire que telle phrase, c'est du français, ou telle phrase, ça n'est pas du français. Vous voyez qu'il y a déjà une relation entre l'individu et le social qui est à l'œuvre, y compris même dans la définition de ce qu'est le langage.
Voilà, le langage. Vous êtes linguiste, aujourd'hui pour nous parler à travers ce regard de linguiste, comme Bernard Victory qui vient de l'évoquer à l'instant, cette question du langage. Le langage, a priori, c'est pour se faire comprendre, c'est pour échanger avec un interlocuteur. Et là, que se passe-t-il avec cette endophasie? Est-ce que c'est du langage? Alors, par la définition, l'endophasie, c'est du langage. Mais ce qui se passe dans notre tête, c'est pas toujours du langage. Donc, dans notre vie intérieure, on a de l'endophasie, mais on a aussi d'autres formes d'expériences qui peuvent être des images visuelles, des évocations de goût, d'odeur. On peut avoir aussi des moments où ce qui se passe dans notre tête, c'est complètement abstrait, ça ne passe même pas par le langage. Mais en tout cas, donc ce langage, quand il est, enfin cette endophasie, donc cette possibilité qu'on a de parler dans sa tête, c'est du langage sous des formes parfois un petit peu différentes de celles qu'on peut avoir quand on parle à voix haute. Je ne sais pas si vous voulez parler déjà des différentes formes qui existent, mais en gros, il a été proposé depuis déjà Vygotsky, qui était un psychologue soviétique, que la parole intérieure, elle serait condensée, c'est-à-dire elle serait formée de non pas de grandes phrases bien déployées comme on peut avoir ensemble aujourd'hui, mais des concentrations de fragments, voire de mots, des agglutinations. Donc une condensation extrême. Et puis en fait, parfois ce langage interne, il est aussi déployé. C'est-à-dire qu'on a des variantes possibles entre une parole intérieure qui est très condensée Et très délayé, comme vous et dites puis parfois une aussi. très délayée. Ouais. Donc c'est du langage, mais qui prend des formes diverses et qui n'est pas exactement le même que celui qu'on peut avoir à voix haute quand on dialogue avec autrui. Ça, c'est une des dimensions. Les deux autres, c'est la dialogalité et l'intentionnalité. Ce dialogue, il peut se retrouver aussi, hein, dans l'endophasie, cette idée d'une conversation imaginaire pour essayer d'illustrer, hein, cette dimension-là de l'endophasie. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'était une des propositions de Vygotsky qu'on peut remettre un petit peu en cause, qui a été remise un peu en cause, notamment par Gilles Philippe ou Stéphanie Smadja, c'est que l'endophasie, ce serait comme du langage à voix haute qui a été internalisé. Et donc, tous nos dialogues à voix haute qu'on a avec autrui, on les internalise et on les réimagine, on les simule intérieurement. Et donc, notre parole intérieure serait dialogique et dialogale, c'est-à-dire on évoque dans sa tête pour prendre une décision, pour réfléchir. On peut avoir en effet différents points de vue et se répondre et donc resimuler des dialogues à voix haute. Et on a aussi cette capacité d'imaginer la voix d'autrui et de simuler mentalement la voix d'autrui. Par exemple, hier, moi, je me faisais un petit peu une planification de ce qu'on allait se dire et j'imaginais votre douce voix dans mes oreilles et j'imaginais ce que j'allais vous répondre. Et donc, je vous entendais et je vous répondais. Et donc, on a cette capacité-là d'avoir des dialogues mentaux. Mais il y a d'autres moments où on est plus en monologue plutôt, c'est-à-dire qu'on va se parler avec sa voix à soi, ou peut-être une autre voix, mais en tout cas c'est un monologue qui est auto-adressé, mais qui n'a pas cette forme d'échange avec autrui qu'il peut y avoir dans d'autres moments. Donc on a aussi cette variation-là, mais qui est aussi une des caractéristiques du langage, cette possibilité de dialogue, cette fonction sociale de la communication, cette fonction communicative que Oui, de remplit le langage. s'ajuster, que le locuteur, c'est-à-dire nous-mêmes, s'ajuste à un interlocuteur imaginaire aussi, hein, en reprenant, même en imitant en partie sa voix. Vous le dites, vous l'écrivez d'ailleurs, Hélène Lovenbrück, dans ce livre, Le mystère des voix intérieures, qui paraît chez De Noël. J'écris ce livre un peu comme je parle dans ma tête, comme un monologue intérieur, retravaillé bien sûr, mais fidèle à la tonalité de mon courant de conscience. Ça, c'est un autre point important, cette idée du courant de conscience. Qu'est-ce que c'est ce flux de conscience, ces pensées conscientes qui semblent s'écouler parfois comme un ruisseau, comme un torrent? Vous prenez différentes métaphores mais pour raconter ces flux.
Oui, le terme, il avait été trouvé au départ par Alexander Bain, qui est un philosophe écossais. Je crois que c'est 1855, donc c'est très tôt en fait, où il avait déjà réfléchi au fait que notre conscience peut prendre différents courants. Et ces courants, ces ruisseaux, c'est intéressant. Si on imagine ça comme de l'eau avec avec une coulée, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a une sorte d'enchaînement dans la conscience, dans la pensée intérieure. Et donc, ça a été repris et vraiment étudié en détail par William James, donc un psychologue, qui a essayé vraiment de décrire ça et qui a montré que notre flux de conscience, en effet, il peut être vagabond, il peut passer d'une idée à l'autre. Souvent, on peut retrouver l'enchaînement, en fait, hein. Et il peut prendre la forme de langage, il peut prendre la forme de mots, ce courant, il peut s'appuyer sur les mots, sur le langage. Et c'est intéressant aussi parce que le moment où, en psychologie et en philosophie, on s'est intéressé à ces questions, c'est aussi le moment où, dans la littérature, les écrivains se sont appropriés de ces questions et essayé de rendre compte, ont essayé de transcrire le flux de conscience de leurs personnages. Donc c'est ce qu'avait fait Édouard Dujardin très tôt. Dans Les lauriers sont coupés, c'est un roman entier qui est le monologue intérieur, ce qui est le flux de conscience du héros, du personnage principal. Vous parlez aussi des vagues de Virginia Woolf. Les vagues Ouais. de Virginia Woolf, c'est ça. Alors là, en plus, elle a une prouesse qui est d'avoir plusieurs personnages et elle mélange les flux de conscience de plusieurs personnages. Et donc, c'est à la fois difficile à suivre parce qu'on passe de l'un à l'autre, mais en même temps, ça se construit petit à petit. C'est un très beau roman. Oui, et qui a été repris par le compositeur Max Richter, qui est un spécialiste de musique répétitive et qui souligne bien dans sa manière de mettre en musique les vagues de Virginia Woolf aussi, le côté flux de conscience qu'on peut retrouver à travers ce monologue. On évoquait ce lien entre l'individu et l'extérieur, la société, le social. Pourquoi cette nécessité en fait de formuler dans notre tête des mots et des phrases, de nous les formuler à nous-mêmes? Est-ce qu'en fait ce langage intérieur, cette parole intérieure, cette endophasie a aussi une fonction sociale ou une finalité sociale? Euh, bah, oui, on peut se dire finalement que tous nos comportements ont un but finalement social. Mais ce moment, donc cette idée qu'on se reforme, pourquoi on se parle dans sa tête alors qu'on devrait déjà savoir ce qu'on est en train de se dire? En fait, c'est que le langage va nous aider à reformuler, à creuser certaines idées, à les déployer. On a les mots, le langage nous donne des mots, c'est un outil, un étai à la pensée et à la cognition. Et donc, il a ce rôle de nous permettre de penser plus loin. Grâce aux mots, on a des étiquettes sur les choses, on a des labels qui nous permettent de catégoriser des objets, de savoir ce que c'est qu'une bouteille, et plutôt que à chaque fois penser à cet objet qui contient de l'eau. Donc, on a une rapidité de pensée qui est possible grâce au langage et qui nous permet de creuser et d'améliorer notre cognition. Mais cette cognition, on l'améliore parce que aussi on est en relation avec autrui et qu'on a besoin d'exprimer des pensées, de planifier le futur, se remémorer le passé avec autrui aussi. D'ajuster ou de formaliser un jugement. On parle souvent de cette petite voix intérieure comme étant notre bonne ou notre mauvaise conscience, hein, cette petite fée ou ce petit diable qui peuvent s'agiter dans nos têtes et parfois donner de la voix. Alors oui, et là du coup c'est la troisième fonction essentielle du langage. Donc le langage a cette fonction communicative, échanger avec autrui, une fonction cognitive qui est de nous permettre de penser, d'étayer la cognition, et puis une troisième fonction qui est métacognitive, qui est la possibilité de se penser, de se donner une conscience de soi, de se réguler, de se motiver, de se dire « Allez, tu vas y arriver, tu vas pouvoir bien expliquer les choses aujourd'hui à France Culture ». Et ça passe souvent aussi par cette petite voix qui nous accompagne et qui nous donne une identité, une ipséité, mais qui aussi nous aide à s'auto-construire. Est-ce que vous avez un truc qui nous permette de l'identifier, cette petite voix intérieure? Comment on fait pour la repérer?
Alors là, il y a plusieurs façons de le faire et on utilise ces façons d'ailleurs dans nos expériences scientifiques pour essayer de mieux l'étudier. Mais il y a une bonne façon qui est celle de faire répéter ce qu'on appelle des virelangues. Donc, on sait qu'il y a des phrases qui sont difficiles à prononcer, sur lesquelles on trébuche. Ça fait virer la langue. Et donc, par exemple, si vous essayez de répéter cette phrase dans votre tête, de la répéter en boucle, euh, qui, qui sèche ces 16 chaises? Déjà, moi, à voix haute, j'ai eu du mal à la prononcer. À voix basse aussi, enfin dans sa tête, c'est Voilà. pas Et si dans simple. sa tête, on se rend compte qu'on fait des erreurs. On va faire des échanges entre ce et che. Mm. Euh, et ça c'est intéressant parce que sur le point de vue du contrôle, de mieux comprendre le contrôle de la parole, ça nous montre qu'on planifie notre parole intérieure comme on la planifie quand on parle à voix haute. Mais ça nous indique aussi que si on est capable de se rendre compte de ces erreurs, c'est qu'on les entend. Donc cette petite voix, elle a probablement des caractéristiques sonores aussi. Donc voilà, on en voit, par ce type d'expérience, on prend conscience que notre voix, elle est audible, elle est aussi planifiée, organisée, programmée, donc elle est aussi motrice. On a des sensations musculaires quand on parle dans sa tête, on peut en avoir en tout cas parfois. Voilà, donc c'est une des façons d'entendre sa petite voix. On peut aussi tout simplement lire, et en lisant doucement, surtout des livres avec des dialogues par exemple, on peut se rendre compte que dans la lecture, on a parfois son propre timbre de voix, son monologue, et puis quand vont arriver des dialogues, quand on a pour les différents caractères, les différents personnages du roman, on peut avoir des affinités, ou on peut les imaginer avec une grosse voix, une voix profonde, une voix légère. Et quand les dialogues arrivent, on peut se rendre compte que finalement, on prend ces traits, ces timbres, ces caractéristiques de voix dans la lecture. Donc c'est une autre façon aussi de l'explorer et d'en prendre conscience. Une autre façon aussi, c'est de faire lire des textes qui riment ou pas. Et quand on fait lire... alors, il y a un bon exemple qui est un poème avec Rome qui rime pour la personne qui l'a écrit, la poétesse qui l'a écrit, qui rime avec Jérôme. Pour moi, Jérôme et Rome, ça ne me rime pas du tout, parce que je viens pas du Sud. Mais donc le fait que quand on lit dans sa tête, certains vers puissent être acceptés comme rimant ou pas, ça nous indique aussi que cette parole intérieure, elle est auditive, elle a notre timbre, elle a des corrélats sonores. Mm. Alors, cette petite voix intérieure, cette parole intérieure, est-ce qu'elle s'exprime toujours dans notre langue maternelle? Vous qui parlez plusieurs langues, Hélène Levenbrück, dont vos parents enseignaient aussi des langues étrangères, est-ce que vous parlez dans votre tête en plusieurs langues, ou est-ce que c'est toujours votre langue maternelle qui va être celle que vous adoptez? Oui, c'est une question qui est étudiée par les linguistes aussi, c'est de savoir comment on peut passer d'une langue à l'autre dans sa tête ou pas. Donc moi, effectivement, quand je parle dans ma tête, en fonction du contexte, ça va être en français ou en anglais ou parfois même en russe ou en allemand. C'est Et plus le rare. contexte, c'est quoi? C'est Et l'environnement voilà, c'est dans lequel vous êtes? l'environnement, C'est pas ce que vous cherchez à exprimer? et alors c'est et l'environnement et ce à quoi on pense. Mhm. Et donc il y a une étude qui a été faite par des chercheurs qui a été faite chez des personnes qui avaient émigré, je crois que c'était en Suède et qui venaient de Pologne. Peu importe les pays, mais donc c'est des personnes complètement bilingues et on leur demande d'évoquer des souvenirs et puis et de faire ça évidemment dans leur tête et puis ensuite on leur demande dans quelle langue c'était. Et en fait, si les souvenirs se passent dans le pays où ils ont émigré, donc le pays récent, là la langue utilisée mentalement est donc le suédois, alors que quand on leur parle quand ils évoquent des souvenirs de leur petite enfance où ils étaient encore en Pologne, là c'est le polonais qui va venir. Donc vraiment c'est en fonction de non seulement le contexte dans lequel on est présent, mais aussi du contexte de ce qu'on a dans la tête, ce qu'on est en train d'évoquer mentalement, qu'on va utiliser une langue ou l'autre. Et puis il y a des personnes vraiment bilingues qui utilisent les deux langues au quotidien en permanence, qui vont avoir au cours d'un même monologue intérieur des changements, passage d'une langue à l'autre, parce que parfois il y a un terme qui est meilleur dans une langue que dans l'autre, qui exprime mieux ce qu'on veut dire, et donc il va y avoir ce qu'on appelle du code switching, on passe d'une langue à l'autre, même intérieurement.
Est-ce qu'on parle à tous les temps? Est-ce qu'on pense à tous les temps aussi? Ou est-ce que vous avez évoqué le mot avenir tout à l'heure, mais souvent cette voix-là s'exprime et pense au futur, ou le présent est au contraire le temps qui semble le plus utilisé, le passé parfois, avec une certaine nostalgie? Oui, ça fait partie des questions qu'on explore dans nos différents projets scientifiques sur la parole intérieure. Et c'est ce que fait aussi très bien Stéphanie Smadja dans son programme Monologuer, où elle a une enquête très rigoureuse, où elle demande aux personnes de dire dans quel temps est utilisé quand ils parlent dans leur tête. Et en fait, on s'aperçoit que il y a tous les temps. Donc, on parle dans sa tête pour se remémorer des souvenirs, pour se construire une mémoire autobiographique. Et donc là, on va utiliser ah, je me souviens, oui. Ah, c'était la maison avec des volets bleus, et puis on entrait par là. Donc on va avoir de l'imparfait ou du passé. Et puis on a des moments de parole intérieure où on est complètement au présent, et puis d'autres où on planifie l'avenir, le futur, on anticipe, on programme sa journée, sa semaine, ses vacances. Et là, évidemment, on va parler au futur. Mmh. Voilà, ça se pense, ça se dit, ça s'imagine aussi à tous les temps. Et on pense, on se parle parfois quand on marche, quand on respire et quand on dort. Est-ce que parfois cette parole intérieure, elle se mélange, elle se confond avec le rêve? Oui, alors là, c'est aussi une question qui est peu explorée actuellement, mais qui intéresse beaucoup un philosophe qui s'appelle Ludwig Crespin, qui essaye de mieux comprendre les dialogues dans les rêves. Et c'est vrai que ça, c'est une question qui est vraiment finalement assez troublante, qui est que dans un rêve, on peut avoir des dialogues. On est dans le rêve le personnage principal, donc on parle avec sa voix et on entend la voix des autres. Et la voix des autres avec des phrases qui parfois nous surprennent. Alors, si les rêves sont des fictions qu'on se fait à soi-même, des imaginations que notre cerveau fait pendant qu'on dort, comment se fait-il qu'on puisse être dans nos rêves surpris par ce que nous disent les autres, alors que c'est nous qui avons créé ces fictions? Donc c'est une question de fond qu'il est en train de poser, qui nous permet un peu d'éclairer aussi finalement ce phénomène où on perd un petit peu l'agentivité, c'est-à-dire la sensation d'être l'auteur de notre propre parole intérieure. Dans le rêve, c'est vraiment le cas. Les voix qu'on peut entendre des personnages avec lesquels on est semblent être vraiment les voix d'autrui, et on n'en a pas l'impression d'être l'auteur de ce qu'ils sont en train de prononcer. Mais cette sensation de perte d'agentivité, on peut l'avoir aussi, pas que dans le rêve, mais aussi dans la vraie vie. Avoir des moments où on entend des voix et on a l'impression vraiment qu'on n'en est pas l'auteur. Ce que vous êtes en train de confirmer, c'est que tout est fiction, tout est récit aussi, et que cette narration permanente, elle est une des caractéristiques, une des dimensions aussi humaines aujourd'hui encore. On va écouter un extrait de film, bande-annonce de L'incroyable destin de Harold Crick de Mark Foster, un film sorti en 2006, l'année où vous avez eu votre médaille de bronze du CNRS, extrait en version française. À l'heure où d'autres esprits se projetaient sur la journée à venir, Allô? Harold, lui, comptait les allers-retours de sa brosse à dents. Bon, qui a dit à Harold compter les allers-retours de sa brosse à dents? Dave, je suis poursuivi. Comment tu peux être poursuivi? Tu bouges pas? Par une voix de femme. Elle fait la narration. Harold ne put se concentrer sur son travail. Je m'entends plus réfléchir si vous parlez. Vous entendez une voix qui vous parle. Elle parle de moi. En détail et avec un vocabulaire plus riche. Harold fut pris d'exaspération, Vous la ferme! maudissant les cieux en vain. C'est pas les cieux que je maudis, c'est vous, saloperie de voix! Alors taisez-vous et laissez-moi tranquille! Mise en abîme, puisque ce Harold est en réalité le personnage d'un roman qu'une écrivaine est en train d'écrire, cette mise en récit, cette narration permanente, est-ce qu'elle elle est typique, caractéristique de l'homme aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment, ça fait partie de cette troisième fonction cruciale du langage, donc qui est la fonction métacognitive d'autonoèse, donc de conscience de soi étendue dans le temps. Parce qu'on a une conscience de soi minimale même quand on est nourrisson, en fait, on est avec cette sensation corporelle d'avoir un corps, et puis d'être en contact avec d'autres formes que soi. Donc il y a une conscience minimale qui existe dès la naissance, et qu'on partage d'ailleurs avec certains animaux, certains primates. Mais la conscience de soi étendue dans le temps, c'est-à-dire ce sentiment d'être la même personne avec un présent, un passé, un futur,
elle est beaucoup nourrie de cette possibilité qu'on a de se raconter, de se faire des récits sur soi. On se parle, on se raconte qui on est. Petit à petit, on se construit en fait un personnage, une identité, une ipséité. Et donc, c'est très important cette capacité que nous donne le langage de construire, d'avoir ces narrations qui nous construisent un passé, un présent, et puis aussi qui nous poussent à nous planifier, à nous anticiper dans ce qu'on sera dans l'avenir. Vous êtes linguiste, Hélène Levenbrück, et c'est vrai que vous nous donnez le point de vue du linguiste, de la langue par rapport à cette parole intérieure, cette endophasie. Mais ce qui est assez intéressant, passionnant même dans ce que vous racontez, c'est comment l'endophasie, sa compréhension en tout cas, mobilise plusieurs disciplines. La philosophie, la psychologie, évidemment la linguistique, la sociologie, enfin toutes ces disciplines qui sont mobilisées pour comprendre ce phénomène ou cette manifestation et qui l'éclairent en fait de différentes manières. Ça a toujours été comme ça ? Non, au départ, c'est vrai, tout à fait, c'était l'apanage de la philosophie de s'intéresser à ces questions de langage intérieur et de conscience. Et maintenant ? Et puis maintenant, c'est vraiment les linguistes s'en sont emparés, les neuroscientifiques s'en sont emparés, les psychologues expérimentaux s'en sont emparés. Donc, on peut l'aborder de différentes façons. On a des nouveaux outils. La neuroimagerie et les neurosciences nous permettent aussi de mieux savoir ce qui se passe dans notre tête et du coup de mieux comprendre comment le langage se forme dans notre tête. Donc tous ces outils nous permettent, en ayant vraiment en convoquant ces différentes disciplines, d'aller plus loin dans la compréhension de ce que c'est que l'endophasie. On a commencé par ces graves docteurs. Si j'entends cette petite voix dans ma tête, est-ce que certaines personnes n'entendent pas du tout de voix, de voix intérieure ? N'en ont pas ? Oui, alors, c'est quelque chose que moi, dont j'ai pris conscience que très récemment, parce qu'en effet, moi, ma petite voix, elle est assez présente, mais il existe des personnes qui ne se parlent pas du tout dans leur tête, qui ont une forme de pensée qui n'est pas verbale, mais qui va être plutôt visuelle ou même abstraite. Einstein, par exemple, parlait très bien du fait que quand il pensait, il n'avait pas besoin de mots. En fait, les mots venaient après et c'était même difficile de formuler en mots sa façon de penser. Et puis, donc, il y a des personnes qui n'ont pas de langage dans leur tête. Et puis, il y a des personnes, ou en tout cas, qui l'utilisent très peu pour penser, pour raisonner. Et puis, il y a des personnes qui se parlent dans leur tête, mais sans voix. Hélène Levenbrück, le mystère des voix intérieures chez De Noël. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci, on va écouter maintenant les voix extérieures de la médiatrice et de son invité. France Culture, il est 13h23. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Emmanuel Davier. Bonjour Olivia. Et bonjour Florent Latrive. Bonjour. Florent Latrive, depuis lundi soir, le site de France Culture est intégré à la plateforme du groupe Radio France. Un changement qui bouscule les habitudes des auditeurs internautes et ils sont nombreux à nous écrire pour nous faire part de leurs difficultés. On commence avec cette remarque. Je viens de découvrir votre nouveau site. Que de changements, c'est très déplaisant. C'est une énorme perte de temps de s'y retrouver. Votre site précédent était bien conçu. Pourquoi une telle refonte ? J'ai pas précisé que Florent Latrive était notre monsieur numérique à France Culture. Tout à fait. Et donc moi et mes nombreuses voix intérieures et extérieures, nous allons répondre aux internautes. Effectivement, donc c'est un changement important puisque le site de France Culture a basculé sur la plateforme Radio France. C'est un changement qui, comme tous les changements, demande un peu d'habitude à prendre et surtout des ajustements qui vont être faits par les équipes de la direction du numérique pour améliorer ce qui a été mis en place. Pourquoi une telle refonte ? Tout simplement parce que le site précédent, aussi bien conçu soit-il, était très très vieillissant, ne permettait pas de faire beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à ce que notre offre est devenue. Et donc, il était important de pouvoir, ensemble, au sein de la plateforme Radio France, avec les autres chaînes du groupe, avoir une offre plus complète. Et alors, quelles sont les nouvelles fonctionalités ? Alors, les plus évidentes et les plus utiles, c'est qu'on peut enfin mettre de côté dans un compte personnel, on peut mettre de côté les émissions qu'on préfère pour être sûr de ne pas rater les épisodes, on peut mettre de côté des émissions pour les écouter plus tard, les retrouver sur l'application Radio France, qui est complètement reliée au nouveau site, ce qui n'était pas le cas avant. Le
moteur de recherche a été largement amélioré aussi, et il y aura évidemment plein de nouvelles fonctionnalités à venir dans les semaines à venir. Alors, abordons quelques questions d'auditeurs et auditrices. Voici un message. Avec l'ancien site, j'avais accès au podcast Les Pieds sur Terre des années antérieures. J'en étais à réécouter l'année 2014, un véritable plaisir. Avec le nouveau site, comment puis-je encore accéder aux années passées ? Alors, c'est une question très récurrente. Alors, pour une raison simple, c'est que jusque-là, sur les émissions, effectivement, les émissions, quand on était sur La Grande Table ou Les Pieds sur Terre, il y avait tout simplement un rangement par année. Donc, on pouvait aller directement à l'année 2014 et retrouver des émissions. Là, temporairement, ce n'est pas le cas sur le nouveau site. Ça va de nouveau être le cas dans les semaines et les mois à venir, avec des rangements par année qui permettront de retrouver tout ça. À très court terme, si vous avez ce besoin-là, je vous incite à aller sur l'application Radio France où ça reste totalement possible. Et par ailleurs, le moteur de recherche est aussi un bon moyen d'accéder à ces émissions anciennes. On poursuit avec ce message. Avec la nouvelle configuration du site, comment puis-je retrouver les programmes de chaque journée, celle du 8 décembre 2021 par exemple ? Il était auparavant possible de rechercher les programmes d'une journée en entrant une date et je ne vois plus cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui avait disparu quelques jours et qui va réapparaître à partir de la semaine prochaine a priori ou la semaine suivante. Donc effectivement, on pourra choisir de remonter au 7 octobre 2020 ou au 8 juillet 2012 si on veut pour regarder ce qui se jouait et ce qui s'écoutait ce jour-là. Autre message, avant il était possible d'écouter en direct décalé une émission. Si on avait raté quelques minutes du débat ou un moment pendant le cours de l'émission, on pouvait reprendre au début ou à la minute précise où on avait été interrompu, voire réécouter quelques propos que l'on n'aurait pas bien compris. Cependant, l'émission, la poursuite de l'émission, c'était extrêmement pratique, nous dit cet auditeur. Maintenant, la seule solution, c'est de l'écouter en podcast, ce qui n'est vraiment pas possible dans nos journées très remplies. Alors, Florent Latrive, quelle réponse peut-on apporter à cet auditeur ? Là, c'était la question spéciale panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette erreur ? Donc, je suis allé vérifier quand Emmanuel David m'en a parlé. De fait, cette fonction existe bien entendu encore. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait écouter en différé, revenir quelques minutes après un direct. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr de bien entendre ce qu'on s'est dit il y a 2 minutes, vous pouvez le faire sur le site de France Culture. J'incite cette personne, si ça n'est pas le cas chez elle, ça peut être un cas particulier parce que c'est une des spécificités du numérique. Parfois, ce qui marche, c'est 99,9% des gens ne marche pas, c'est 0,1% des gens. À ce moment-là, d'écrire en direct pour qu'on puisse éventuellement regarder son problème. Allez, on continue. J'ai l'habitude d'écouter des émissions sur France Culture en différé. J'ai mes émissions préférées et jusqu'à aujourd'hui, je pouvais les retrouver facilement grâce à la rubrique émissions où les émissions étaient classées par ordre alphabétique. Mais la présentation a changé et je ne me retrouve qu'avec une liste de podcasts à laquelle je ne comprends rien. Pourquoi avoir supprimé la rubrique émissions ? En fait, elle n'est pas supprimée. Effectivement, elle a changé de nom. Elle s'appelle podcast et surtout, elle est très mal rangée pour l'instant. Donc voilà, des gens sont à l'œuvre pour les ranger. Rangement à l'œuvre, d'ici pareil une dizaine de jours, ce sera parfaitement rangé. Autre question. Jusqu'à très récemment, je faisais suivre vos émissions par mail. Or, maintenant, c'est impossible. Il faut passer par Twitter ou Facebook. Je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas utiliser Facebook. N'y a-t-il plus de moyens de communiquer des émissions par courriel ? Alors si, en fait, on peut. On regarde, on peut partager une émission par Twitter, Facebook. Il y a aussi simplement le lien de l'émission qui apparaît qu'on peut coller dans un mail. Et j'ai remonté ce genre de remarques aussi aux équipes spécialisées parce qu'évidemment, on a besoin des usages des uns et des autres pour les améliorer au fil de l'eau. Depuis le rattachement de France Culture à la plateforme de Radio France, je ne trouve plus le journal de 7h ni celui de 8h dans le programme. Comment faire ? En fait, ils sont cachés. Avant, c'était déployé. C'est-à-dire, entre le 7-9, il y avait toutes les rubriques déployées. Là, il y a un petit bouton où on appuie « Regarder toutes les chroniques » et là, vous retrouverez absolument toutes vos habitudes. Florent Latrive, il faudra revenir dans 2 semaines. Je pense qu'il y aura encore autant de questions. Il faudra nous éclairer. Tout sera rangé d'ici. Oui, merci beaucoup en tout cas. Bravo quand même aussi pour cette réalisation, ce nouveau site à retrouver donc sur Radio France. Merci Emmanuel Davier. Merci. Merci à tous les deux. À la réalisation aujourd'hui, Louis-Valentin Faury avec Clara Galivelle. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, Oriane Delacroix, Henri Leblanc, Lucas Bretonnier, Laura Dutèche-Pérez, avec Violaine Malstaff et Mayalène Despio-Couré.